Sladjana Stanković, la première série, elle a travaillé sur, vous verrez, une série réalisée à Belgrade en noir et blanc, en argentique. C'est quelqu'un qui a quitté Belgrade, qui a quitté son pays natal parce qu'elle était écœurée par la violence. Donc je lance les photographies. En fait, ce qui m'a frappé dans ces photographies, c'est son noir et blanc écorché, ce style très rugueux, c'est noir profond et charbonneux. Et quand elle me disait qu'elle était retournée à Belgrade, un peu optimiste, en se disant « Bon ben voilà, les années 90 sont terminées, la violence de Milosevic c'est fini », en réalité, quand j'ai vu ces photographies et je lui ai posé la question, je me suis dit « Mais vraiment, est-ce que, Sladjana, tu es apaisée avec la Serbie, avec ton pays natal et Belgrade ?» Notamment, ce sont des photos donc, prises à Belgrade. Et elle m'a confirmé qu'effectivement, c'était pas si anodin que ça. Si vous voyez effectivement des images aussi contrastées, aussi sombres, c'est qu'effectivement, selon elle, la violence est toujours là. D'après ce qu'elle me dit, la violence est toujours là. En tout cas, c'est sa vision. Et le noir, dit-elle, déborde de partout. Donc moi, c'est vrai que j'étais très touchée par ce travail que je trouve formellement très fort, avec une écriture très marquée. Évidemment, on peut penser à des photographes un peu comme Michael Ackerman ou d'autres de cette veine, Claudius Luban, des photographes qui sont dans le documentaire subjectif, dans une réalité assez sombre. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est de montrer ce travail dans la mesure où c'est une redécouverte pour elle de son pays. Quand elle est née, ça s'appelait la Yougoslavie, puis le pays a éclaté. Je la cite, que les ex-républiques se déchiraient et prenaient leur indépendance au prix de guerre et d'une violence terrible. Elle est restée sur place, donc elle est rentrée en France assez récemment. Et du coup, voilà, je voulais absolument montrer cette série en premier dans cette projection, parce que c'est une série qui m'a le plus marquée. On s'est vu en novembre et voilà, c'est un travail qui a continué à rester en moi, à évoquer des choses, puisque en fait, c'est une série qui a aussi un lien avec l'histoire d'un pays et son histoire propre. Donc elle fait le lien entre l'histoire intime et l'histoire collective. Je précise que les tirages de Sladjana Stanković donc, sont faits par elle. Elle travaille en argentique noir et blanc. Et du coup, elle réalise ses propres tirages et j'ai eu la chance de les voir. Ils sont très beaux. Elle travaille de façon très pointue, le noir et blanc au laboratoire. Donc on passe de l'univers très rugueux de Sladjana à quelque chose de beaucoup plus cérébral avec Corentin l'Espagnol. Donc Corentin, lui, est architecte de formation. Il s'occupait du pôle image et développement 3D d'une structure d'architecture et aujourd'hui il est indépendant. Ce qui est intéressant dans le travail de Corentin, c'est qu'il mélange le vrai et le faux, vous allez comprendre. Donc en fait, il prépare des projets qui n'existent pas pour des architectes. Donc il invente du vrai à partir du faux. Et dans ses photographies, il est obligé de faire avec le réel, comme vous allez voir. Et curieusement, quand on regarde ces séries, et notamment l'ordre des choses, on a parfois l'impression que c'est faux. Il y a une espèce de trouble qui naît de ces photographies. On se demande un petit peu ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est plausible ou manipulé. En réalité, il n'y a aucune image retouchée sur Photoshop. Tout est fait à la prise de vue. Ce sont des photographies cadrées au cordeau. Corentin travaille avec un réflexe numérique D850 et un objectif à décentrement la plupart du temps, donc il a une qualité d'image au top. Et par ailleurs, il aime bien citer Luigi Ghirri, on en a parlé ensemble, et c'est vrai que comme Luigi Ghirri, en fait, on retrouve chez Corentin l'Espagnol cette impression de photos un peu banales en apparence, mais qui sont en réalité beaucoup plus riches qu'elles ne paraissent. Il y avait une petite phrase que j'avais relevée dans son texte. Ma pratique est basée principalement sur une approche documentaire. Les objets, formes, traces, signes, les paysages urbains et naturels photographiés deviennent autant de prétextes pour créer des collections sérielles qui servent de matière première à une lecture décomposée de la réalité. Cet important catalogue
est aussi l'outil me permettant de chercher à capter ce que j'ai essayé de nommer l'ordre caché des choses. Intangible, poétique, fragile, qui me fascine et que je tente constamment de déchiffrer, de révéler. Donc vous voyez, dans les paysages de Corentin, il y a une façon de cadrer assez particulière, une façon de s'attacher aux choses assez quelconques, mais qui à chaque fois font naître l'étrangeté et le mystère. Et c'est ça qui m'a intéressée. Voilà, donc on va passer ensuite à un tout autre univers. Alors Sylvie Vallem, c'est assez curieux, on s'est vu, je crois que c'était en décembre. Elle a une cinquantaine d'années. Quand je l'ai vue, elle avait un air presque enfantin, avec des petites nattes, habillée avec des couleurs. C'était une femme assez touchante. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait elle a eu un accident. C'est pas vraiment un accident, mais une maladie qui fait que depuis l'âge de 38 ans, elle a perdu la capacité d'emmagasiner des souvenirs. Donc, à partir de là, elle s'est dit... Voilà, j'ai une fille qui a 11 ans. Quand elle a réalisé quand elle a guéri de cette maladie, sa fille avait 24 ans. Donc il y a 13 ans de la vie de sa fille qu'elle n'a pas vraiment en mémoire. Et pour essayer de se faire des souvenirs avec la photographie, elle a choisi, comme vous allez le voir, d'utiliser un sténopé et d'aller 53 rue Rongière, qui est l'endroit où elle a vécu avec son enfant. Et elle s'est fabriqué des souvenirs. Ce sont des images assez sombres. Donc ce sont des images réalisées avec une petite boîte et un trou, le sténopé, hein, la base de la photographie, l'appareil le plus rudimentaire qui soit. Et je trouvais ça assez malin de sa part d'avoir utilisé cette petite boîte, parce que le rendu est très flou, très incertain. Il n'y a pas d'objectif, hein, c'est l'opposé de Corentin espagnol, c'est-à-dire qu'on est dans un univers... flottant, indécis, imprécis. Et je trouvais que justement pour matérialiser le souvenir qu'on a perdu, c'était assez astucieux d'avoir eu recours à cet appareil, à cette boîte plutôt, à cette caméra obscura. Et donc cette série est intitulée 53 rue Rongière. Elle m'a montré d'autres travaux photographiques, notamment beaucoup de tirages lit, parce que c'est quelqu'un qui pratique aussi le noir et blanc argentique et qui fait de très beaux tirages. Elle a suivi pas mal de masterclass, notamment, en fait, elle était chef de projet informatique et elle a tout laissé tomber pour se consacrer entièrement à la photographie. Elle a d'abord suivi une formation au Centre Iris, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis ensuite, elle a mené de nombreux ateliers avec notamment Martine Montegrandi, qui est à Marseille, puis Fabienne Gay-Jacob Vial, et ensuite pas mal de masterclass, notamment avec Jean-François Joly, pour toujours s'améliorer. C'est quelqu'un qui cherche tout le temps, voilà, qui cherche. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'elle a vraiment réussi son pari, parce qu'elle vit pleinement de la photographie, notamment en animant des ateliers pour des personnes handicapées. Donc, comme vous pouvez voir, c'était un univers très particulier qui m'a touchée, non seulement par son histoire, mais aussi par l'adéquation et l'intelligence qu'elle a eue de trouver le bon procédé pour raconter cette histoire et revenir sur les lieux de l'enfance de sa fille et montrer cette enfance qu'elle n'a pas connue, en tout cas dont elle ne se souvient pas. L'histoire suivante, vous allez voir, est assez complexe. J'ai rencontré Elisabeth Schneider il n'y a pas très longtemps et je dois dire, elle m'a fait découvrir une histoire que je ne connaissais pas. Alors peut-être que vous la connaissez. Donc Elisabeth est, on peut dire, une photographe documentaire. Elle a pas mal travaillé sur, là aussi dans le social et sur les personnes en handicap. J'avais noté qu'elle avait notamment travaillé avec des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Elle a fait un livre assez touchant qui est intitulé « Même pas peur ». Et en fait, elle s'est toujours intéressée aux histoires des gens. Voilà, c'est quelqu'un qui est très proche des individus, de l'histoire individuelle. Mais là, on atteint plutôt une histoire collective, puisqu'il s'agit, en fait, elle a découvert, au travers d'une photo de famille, en mars 2017, elle découvre l'affaire qu'on a appelée des enfants de la Creuse. Alors, ces enfants de la Creuse, ce sont des enfants... qui ont été enlevés à leurs parents sur l'île de la Réunion
entre 1963 et 1982. Et il y a eu plus de 2000 enfants réunionnais qui ont été immatriculés de force par les autorités françaises qui ont été, on peut dire, d'une certaine manière déportés par les autorités et gérés par la DAS dans le but de repeupler certaines régions françaises, notamment la Creuse, le Tarn, le Gers, la Lorraine, les Pyrénées-Orientales. Donc moi je ne connaissais pas cette histoire, je dois dire que j'ai trouvé ça... évidemment marquant, mais surtout ce qui m'a intéressée chez Elisabeth Schneider, c'est la façon dont elle a traité cette histoire. Donc au départ, c'est une photo de famille que lui montre un de ses amis, qui se souvient des enfants qui étaient sur la photo. Donc cette photo-là. Donc j'ai démarré le diaporama. Alors je me suis permise de refaire un peu, pas son editing, mais le choix des photos, en démarrant par la photo de classe, que je trouvais assez important, puisque c'est l'origine de l'histoire. Et puis ensuite, donc Elisabeth est allée recueillir des témoignages, essayer de retrouver ces personnes qui restent 30 ans après, toujours traumatisées, même parfois plus, toujours traumatisées par cette expérience qu'ils ont vécue. Et là où j'ai trouvé intéressant sa démarche, c'est que voilà une histoire complexe. Elle arrive, elle veut recueillir des témoignages. Comment on s'insère dans une histoire comme ça, comment on trouve sa place et comment surtout on peut la restituer, sachant que peut-être que le film ou la vidéo pourrait le faire 1000 fois mieux. Donc elle a pour ça agrandi certains timbres de l'époque où sont représentés les avions qu'avaient pris ces enfants pour les amener en métropole. Elle a été chercher des documents d'archives, comme vous venez de voir, sur ce monsieur, par exemple, où ses papiers avaient été sauvés d'un incendie. Donc elle a photographié aussi des paysages. Cette camionnette, en fait, c'était la camionnette de la DAS. Donc elle l'a photographiée dans la main d'une personne pour montrer que... Parce que chacun avait encore, quand elle les a interrogés, le souvenir très prégnant de ces camionnettes... que nous on connaît, qui font plutôt penser aux camionnettes des boulangers qui passent dans les campagnes, mais qui pour eux représentaient vraiment la camionnette de la DAS, et il fallait se cacher quand la camionnette passait dans les villages réunionnais. Donc elle est allée évidemment rencontrer ces personnes, recueillir leurs témoignages. Elle a photographié la carte de la Creuse, de Guéret. Elle a fait beaucoup de portraits que je trouve assez touchants, notamment ce portrait de ce monsieur qui en fait a toujours le sentiment d'avoir été oublié par les services sociaux. Donc il a une attitude, je trouve à chaque fois ces portraits très sensibles, très touchants. Là c'est un agrandissement d'un timbre où est représenté Michel Debré qui était en fonction à l'époque. Donc à chaque fois les personnes ne simulent pas, ils sont vraiment des personnes qui souffrent, que Elisabeth a rencontrées, qu'elle est allée photographier. Je trouve assez intéressant de montrer aussi des paysages de la Creuse tellement éloignés de ce qu'ils ont pu vivre comme environnement. Cette photo de fleurs déracinées, évidemment, est symbolique, mais montre bien le cœur du problème, c'est-à-dire c'est vraiment un déracinement pour eux. Et voilà, Elisabeth compte bien continuer ce projet. Le projet s'appelle Exil, et avec évidemment un jeu de mots sur l'île de la Réunion et l'exil. Et en réunissant effectivement des photos de famille, de personnes, des objets. Voilà, je trouvais que c'était assez complet, assez étonnant, et ça m'a donné envie de le montrer parce que c'était une histoire qui permet d'entremêler les histoires familiales et la mémoire collective de façon, je trouve, assez intelligente. Alors nous allons passer à Alexis Vettoretti, avec 4 T. Donc Alexis a 30 ans. Il a décidé En fait, il a grandi dans la campagne ardéchoise. Il a fait l'école de l'ETPA à Toulouse. Et quand il est venu à Paris, il a eu la chance de tomber sur Patrice Wirck. Alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a été l'assistant de Patrice Wirck, ce qui n'est pas le pire. Donc même un des meilleurs portraitistes actuels. Et moi je ne le savais pas, mais quand j'ai vu, il m'a présenté plusieurs dossiers. Et j'ai retenu deux travaux qui sont à la fois très différents, mais assez similaires dans la forme. C'est-à-dire qu'on est en noir et blanc.
Et ce sont dans les deux cas des travaux qui concernent, on va dire, des histoires d'hommes, et notamment La vallée des larmes. Je trouve que c'est un joli titre. Et vous allez voir que dans ces portraits, donc on est dans la vallée du Jiu en Roumanie, qui est en fait, qui était un des plus grands fournisseurs de charbon d'Europe. Ils étaient encore une poignée quand Alexis les a rencontrés en Roumanie à descendre au fond de la mine pour aller chercher le charbon. Ils se sont battus pendant des années pour défendre ce statut. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est quand même pas un boulot très sympathique, et pourtant ces gens aiment vraiment leur métier. Ils étaient heureux de se retrouver ensemble, sous la protection, dit-il, de Sainte-Barbe, je cite. Et d'ailleurs, il me disait que quand un mineur rencontre un autre mineur, ils ne se disent pas bonjour, mais ils se disent bonne chance. Aujourd'hui, la mine va fermer, ou elle a fermé, et elle a fermé, on me confirme. Effectivement, ces mineurs sont résignés, fatigués. Ils ont accepté cette fermeture d'une mine qui était ouverte quand même en 1840, donc voilà, quand même assez ancienne. Alors, évidemment, quand on voit ces photographies, je repasse quelques-unes, surtout celle-ci, j'aimais bien ce portrait. On ne peut pas ne pas penser au petit métier d'Irving Penn qu'il a réalisé dans 1950 à Paris sur les métiers qui disparaissaient. Je pense que Alexis avait effectivement cette série en tête, mais à la différence de Irving Penn, Alexis a travaillé sur place, pas dans un studio avec la lumière naturelle. Donc voilà, je trouve qu'il avait un vrai talent de portraitiste, et ça se confirme dans la série suivante que vous allez voir, où là nous sommes plutôt sur on va dire un travail plus de road movie, documentaire aux USA. Là aussi on va sentir les influences. Donc c'est un voyage qu'il a réalisé au travers des États-Unis. Alors les États-Unis, évidemment, on a tous des images qui nous viennent en tête. Je pense que c'est un des pays certainement les plus difficiles à photographier, tellement il a été montré, vu sous toutes les coutures. Mais pour Alexis, c'était important d'aller retrouver, me disait-il, les photographies notamment de Jean Loussieff et de Des Vallée. Ces photographies, si vous connaissez, au grand angle, avec des ciels très noirs, très chargés, vignettés au laboratoire. Donc le voilà parti sur les routes. Et là, j'ai presque pas envie de parler, j'ai envie de laisser défiler les images. Je trouve que au travers de ce road movie, en fait, il y a un très bon découpage de ce que peut être un portfolio intéressant sur un pays qui montre à la fois des paysages, mais aussi des portraits. Enfin, je le prends un peu comme un exemple de portfolio. Voilà, si je devais donner quelques exemples de portfolio à faire, je prendrais celui-ci. Je trouve que c'est le bon mélange entre différents plans, du paysage, du portrait, des portraits très forts d'ailleurs, vous allez voir. Il y a notamment, juste après, un homme aux cheveux blancs que je trouve, que j'ai choisi d'ailleurs pour illustrer la soirée, que je trouve vraiment très fort. C'est pas évident, on arrive, on est étranger, on est touriste, ces gens ils se demandent un peu pourquoi vous les photographiez, ils comprennent pas très bien. Mais Alexis est là, et avec toute sa culture photographique, évidemment on peut penser à Robert Frank, à Raymond Depardon, il s'en sort quand même, il nous montre quand même sa propre vision des USA. Et ça, j'ai trouvé ça assez balèze quand même, faut le dire. D'ailleurs, je vais lire un petit passage de son texte que je trouvais assez bien. J'ai pu constater l'importance de l'héritage des pionniers dans cette région des États-Unis, toujours présent malgré les décennies. Donc il traverse 3000 km autour de Las Vegas, Yosemite en Californie, en passant par le Grand Canyon en Arizona. Ceux qui ont voté pour Donald Trump, ceux qui s'en foutent, ceux qui ont des armes, je n'ai pas compris cet état d'esprit car ce n'est pas le mien. Mais c'est peut-être ça le voyage, ne pas comprendre. Voilà, je trouve ça assez juste. C'est bien parfois aussi de ne pas comprendre, d'être étranger et de simplement se laisser aller au voyage et à la rencontre avec l'autre. Alors, Florian Maricourt, c'est quelqu'un qui est un peu le poète de la bande, j'ai envie de dire. Il est tout jeune, il a 28 ans. Et en fait, quand j'ai vu ses photographies,
je pense que vous aurez la même réflexe que moi. D'abord, j'ai trouvé son titre très beau, Ramasser la mer. Comme quoi, c'est important d'avoir un joli titre pour sa série. J'insiste un peu là-dessus parce que avec une photographe qui s'appelle Flore, nous menons des masterclass et on insiste beaucoup sur les textes et les titres à donner à ces séries. Et d'emblée, quand quelqu'un vous présente une série qui s'appelle Ramasser la mer, ça donne envie de voir. Et en fait, Florian, il a photographié le Nord. Et en fait, plutôt que de parler sur ces images, j'avais envie de lire la poésie qu'il a écrite sur ces images, qui est une très belle poésie, donc je vais mal la lire forcément. Ce n'est pas mon métier, malheureusement. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui vient de l'écrit. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Nord, le mot me vient naturellement, parce qu'il sonne comme un coup de tonnerre avec un peu d'or dedans. Nord, c'est ce petit bout du monde, au bord de la mer, ce bout de mer au bord du monde, où je suis né et qui m'habite. C'est un bras de terre perdue, dans la manche de la mer du Nord, où je reviens toujours en marin, pêcheur de silence bleu, que les Anglais nomment le blues. J'y vais toujours en photographie, comme à la pêche, non pour le poisson, mais pour sentir le vent dans mon ventre et mêler ma ligne à la lumière. Donc, en fait, j'étais très sensible au travail de Florian, d'abord c'est vrai que le Nord est un peu cette région, un peu de guingois, où il y a une lumière si particulière qui, effectivement, quand on voit ces images, et on sent quand même derrière l'argentique, on sent la diapositive, on sent ce contraste très particulier des images sous-exposées qui peuvent faire penser un peu à la Belgique d'Harry Gruyaert. Ces lumières très particulières du Nord, ces ciels un peu plombés, ces personnages un peu étranges. Et je trouve qu'il arrivait très bien à montrer son pays natal, parce qu'il y est né. Même s'il habite à Paris et qu'il est plutôt dans le cinéma, il est aussi dans la photographie, mais beaucoup dans le cinéma expérimental notamment. Je trouvais qu'il avait trouvé le bon moyen. Enfin, en tout cas, c'était une façon très originale de montrer sa région, très étonnante, très particulière, qui moi m'a beaucoup plu, surtout dans sa gamme chromatique, avec ses rouges qui ressortent, ces jaunes, enfin un peu des couleurs primaires qu'on retrouve à chaque fois, le bleu, le rouge, le jaune, avec cette densité très particulière des films. Il m'a dit qu'il utilisait des films périmés. Il utilise, pour ceux que ça intéresse, un Nikon FE2 et un Minolta CLE. Donc c'est un sentiment poétique qui se dégage de ces images. Et une affaire c'est une déambulation personnelle, une sorte d'errance dans le Nord que j'ai trouvée particulièrement touchante et juste, dans la bonne distance et dans les bonnes couleurs. Surtout ces ciels gris très plombés, caractéristiques des lumières du Nord. Alors, ensuite nous allons passer à une autre jeune personne qui est, elle, dans un univers plus sombre, qui est allée aussi à la recherche plutôt de mythologie, Aurélie Squarneck. Donc on quitte le Nord pour aller en Bretagne, dans les mythologies bretonnes, chez les druides. Vous allez voir, c'est assez étonnant. La série s'appelle Anaon. Et d'emblée, j'ai trouvé qu'il y avait dans la série d'Aurélie une incroyable cohérence. Donc elle a fait, d'abord elle était orthophoniste de formation, elle a 29 ans. Elle a fait le centre Jean Verdier à Paris et s'est inscrite à l'atelier des Beaux-Arts. Elle a approfondi sa pratique photographique lors de stages, notamment avec Claudine Doury. Et en 2017, elle a été finaliste de la Bourse du Talent. Et cette série a été remarquée, notamment à Unseen à Amsterdam, et aussi, je crois, exposée aux Boutographies de Montpellier. Donc elle travaille surtout sur les rites. Elle est originaire de la Bretagne, et notamment des Monts d'Arrée. Et elle a, avec des racines familiales qui étaient ancrées dans le Finistère, à proximité des Monts d'Arrée, c'est des territoires qui sont forcément un peu hantés, comme vous allez voir. Les photos sont assez sombres, mais c'est volontaire. C'est un travail fait essentiellement en post-production, m'a-t-elle expliqué, qui est imprégné de mystère. Donc elle est allée à la rencontre de mouvements druidiques, d'associations
qui reproduisent des rites de cette religion celtique. Et tous les objets, les personnages ne sont pas des mises en scène que vous allez découvrir, mais des personnes qui effectuent ces rites religieux dans les forêts de Bretagne. Là aussi, je trouve qu'au niveau de l'editing, de la sélection des images, du mélange entre les objets, les paysages, les personnages, il y a une parfaite adéquation, un rythme qui fonctionne très bien. On est à la fois surpris, étonné, intrigué. Il y a des objets, donc c'est des objets qui sont souvent des objets rituels, des os, des chevaux, parce qu'il y avait des rites de sacrifice aussi dans cette culture, dans la société celtique. Et elle s'est nourrie de tous ces mythes, mais aussi il y a tout un grand travail de recherche auprès de ces associations. D'abord, elle a commencé par aller à leurs réunions. Elle n'a pas pu photographier au prime abord, mais petit à petit, en se faisant accepter, elle a pu travailler avec eux et les photographier en pleine commémoration. Enfin, on ne peut pas appeler ça des commémorations, mais célébrations plutôt. Donc on retrouve les éléments des rites, le feu pour le sacrifice, l'eau qui purifie, les éléments, les sacrifices d'animaux, les chevaux, les moutons. Voilà, tous les éléments y sont dans une espèce de mélodie mystérieuse. Ça pourrait presque être un chant, une musique, comme une musique un peu solennelle. C'est une série en tout cas d'une incroyable cohérence, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer ce soir. Alors, comme j'ai beaucoup parlé, je vais plutôt laisser la séquence qui suit s'exprimer par elle-même. Puisque là, nous ne sommes pas dans un travail ni documentaire, mais dans un travail purement poétique. Donc voilà, je vais laisser vos yeux vous émerveiller des images qui vont suivre, qui ont été réalisées par Fabrice Domné, qui est danseur, mais photographe aussi, qui est j'ai écrit la cinquantaine élégante, je trouvais que ça vous allait bien, et qui attache beaucoup d'importance à révéler les espaces qui sont liés à son environnement proche. Donc je vous laisse contempler. J'en parlerai quand même un peu après. En fait, Fabrice crée les conditions d'une vision intérieure. C'est une plongée en soi qui invite à porter un regard différent sur le monde. Il invite à déplacer son regard sur les choses banales du quotidien. Un oiseau, une plante, une libellule, un jardin, un banc. C'est quelqu'un qui vient du noir et blanc argentique, mais qui a fait cette série en numérique. Mais on sent bien quand même sa grande culture photographique. Il interroge la relation entre le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Il invite à bannir la frontière entre le réel et l'irréel. Et pour moi, c'est vraiment ces images, j'ai envie de dire tout simplement que c'est un bain de poésie, qu'on a envie de les regarder sans y ajouter de mots, tout simplement pour le plaisir. Alors, Gabriela Tellez. Donc c'est la latine de l'étape qui vient du Costa Rica et elle a 35 ans. Elle habite en France depuis un certain temps et elle a fait ce travail qui s'appelle la 30. C'est la 30, c'est une ligne de bus à San Salvador
qu'elle a photographié pendant plusieurs voyages en utilisant tout le parcours de cette ligne, qui était au départ une ligne touristique qui traverse San Salvador, mais qui en fait est souvent aux prises de petits gangs, de gangsters qui veulent racketter la caisse des chauffeurs. Alors ce sont des vieux bus qui vont bientôt disparaître, qui étaient en fait des bus scolaires américains. Et que les chauffeurs de bus, comme ils vont y passer 12 heures de la journée, ont un peu customisé à leur manière. Donc vous allez voir qu'il y a des éclairages particuliers. C'est une ligne assez dangereuse, me disait-elle, pour ces raisons de gangs qui attaquent les lignes et aussi de petits criminels des petits voyous qui vont piquer dans la caisse ou piquer les objets des personnes qui prennent le bus. Les personnes qui prennent le bus, ce sont des gens qui travaillent généralement à la capitale, des étudiants, plutôt les classes ouvrières et classes moyennes évidemment. Moi, ça m'a fait penser au travail de David Goldblatt qui avait photographié les Noirs sud-africains qui prenaient le bus très tôt le matin pour aller travailler, qui avaient des fois des trajets de 3 heures. Évidemment, David Goldblatt, c'est en noir et blanc, et Gabriela a choisi de travailler en couleur. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans sa série, c'est la gamme chromatique. C'est le fait d'avoir utilisé ces éclairages de nuit, les éclairages aussi qui habillent l'intérieur des bus, comme vraiment presque un acteur de la série. Donc des fois les bus sont bleus, des fois les bus sont rouges, en fonction du caractère et des goûts de chaque chauffeur. Donc elle le prenait le premier à 5 h du matin jusqu'au dernier jusqu'à 21 h. Elle a passé énormément de temps dans ces bus, allié pas mal d'amitié avec les chauffeurs, avec les gens présents sur place. C'est quelqu'un qui est diplômé en photographie, qui est donc venu du Costa Rica, qui a aussi suivi des stages, notamment avec Suzanne Meslas. Et voilà, j'avais envie de montrer ce travail parce que c'est assez rare qu'on nous montre ce genre de réalité. Alors cette dernière image, Dios Cuidadem, évidemment, ça fait penser au danger qui guettait à chaque fois Gabriela qui prenait ses bus avec son appareil photo et qui s'en rendait à la grâce de Dieu, donc comme le chauffeur de bus. On va passer donc de la chaleur de San Salvador à un univers beaucoup plus glacial et froid. Charles Xelo est un photographe qui est ingénieur de formation et qui en fait s'est spécialisé dans la Russie, dans ce territoire, et notamment il a photographié, vous allez voir, un coin de la Russie qui est très isolé, tout à fait au nord, dans la Sibérie occidentale, dans l'Arctique russe. Et une des plus grandes réserves de gaz de Russie, qui est exploitée par le géant du gaz qui s'appelle Gazprom. Et sur cette péninsule vaste de 120 000 km² est reliée au continent russe par des gazoducs. Et vous allez voir que cette exploitation de gisements, moi c'est une histoire qui m'a assez fascinée, parce que d'abord, je trouve que Charles Xelo a vraiment bien mis en évidence le danger qui consiste à exploiter les ressources de notre terre jusqu'à l'infini et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il a aussi montré de façon assez subtile le mélange, le paradoxe parfois de ces nénettes qui travaillent sur place, qui sont donc les gens qui ont encore un mode de vie traditionnel, qui habitent cette région au nord de la Russie, et ces usines flambant neuves, ultra technologiques, qui sont à l'opposé effectivement de leur tradition. Je pense que le fait qu'il soit ingénieur de formation l'a beaucoup aidé aussi à approcher ces zones qui sont forcément un petit peu compliquées parce que surveillées. Il l'a travaillé de façon assez méthodique en photographiant d'une manière, je trouve, assez avec un moyen format numérique. Donc c'est un travail de haute qualité,
Les cadrages sont toujours très précis. Et il nous raconte une histoire qui, vous allez voir, se développe petit à petit. On avance dans les images et au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, cette exploitation, certaines images d'ailleurs qui pourraient faire penser à celles d'Edward Burtynsky, je ne sais pas si vous connaissez ce photographe canadien qui a aussi beaucoup travaillé sur les exploitations de pétrole notamment et sur les ravages que ça peut faire sur l'environnement. Et en fait, petit à petit, on va s'intéresser aux nénets, aux gens locaux qui travaillent sur ces exploitations. Et puis, on va découvrir au fur et à mesure de la série que cette terre de l'Arctique est enfin en train de devenir un peu comme un paysage lunaire. Et je trouve que c'est pour moi vraiment une métaphore de ce que peut devenir la Terre une fois qu'on aura exploité toutes ses ressources. C'est ça qui m'a intéressée aussi dans son travail, c'est cette évolution qui montre d'abord effectivement l'installation monumentale et donc prise avec des appareils moyen format qui traduisent avec des fichiers très riches en pixels puisqu'ils travaillent avec un Pentax 645Z. Voilà, on arrive aux dernières images où on a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Et je trouvais que c'était une belle métaphore, enfin une belle, non pas belle, mais une terrible métaphore de ce que peut devenir la Terre. Et je trouvais qu'il avait bien réussi à traduire dans cette série un peu ce qui nous guette si on continue à exploiter les ressources. Finalement, notre Terre deviendra peut-être un peu comme la Lune. Alors on va rester dans le sous-sol, vous allez voir, ça me permet un parfait enchaînement avec Séverine Carreau. Alors, Séverine est diplômée en communication visuelle, mais elle a travaillé 10 ans dans la gestion de projets et en 2016, elle a voulu donner un virage radical à sa carrière en choisissant de travailler en tant que photographe et pas en n'importe quelle photographie puisqu'elle s'est inscrite à l'EMI-CFD dans la formation de photojournaliste. En fait, c'est quelqu'un qui est très animé par la rencontre de l'autre, donc elle est allée en premier lieu en Asie, beaucoup. Ses voyages en Asie lui ont permis de développer une réflexion sur les inégalités grandissantes entre les individus. Et quand elle est revenue en France, elle a décidé de témoigner sur sa propre ville, Paris. Et notamment, c'était en 2017, elle s'est attachée à un sujet, vous allez voir, qui, moi, m'a vraiment pris aux tripes. Et vous allez voir que c'est pas très loin d'ici, au premier sous-sol du Forum des Halles. Donc, elle avait déjà travaillé avec le SAMU social en 2017 sur le quotidien des femmes sans domicile. Et là, elle a voulu enquêter sur les personnes qui vivent, on ne sait pas combien ils sont, est-ce qu'ils sont 30, 50, 100, des personnes qui vivent donc dans ces sous-sols du Forum des Halles, confrontés au gaz d'échappement des voitures. Certains sont là depuis longtemps, ont carrément, on va dire, construit un petit lieu de vie avec un matelas, se sont fait un petit abri. D'autres sont là de passage. Il y a assez peu de femmes et vous verrez que dans ces photographies, souvent, les gens ne se sont pas laissés photographier, donc ils sont souvent de dos. Elle m'a expliqué que, en fait, à chaque fois, elle est allée accompagnée de sans-abri qu'elle avait déjà rencontrés et qui avaient vécu avant, parce que c'est pas un endroit où on s'aventure seul, même si elle l'a fait parfois quand elle le sentait. C'est des endroits difficiles, les gens n'ont pas envie de se laisser photographier, et c'est des endroits de pauvreté extrême qui sont juste au-dessous de nos pieds. Alors sur cette photographie, elle m'a expliqué, en fait c'est une espèce de pendentif de porte-clés, et quand elle l'a montré, parce qu'elle revient sur place montrer les photographies, la personne lui a dit « Ah mais oui, mais c'est chez moi !» Comme quoi, c'est vrai que ces gens s'approprient la moindre parcelle de ces lieux qui, franchement, sont assez terrifiants, éclairés au néon, sales, sans doute peuplés de rats. Et voilà, c'est la réalité. Et c'est aussi important de la montrer. Donc, elle a travaillé au Fuji X-T2 avec un équivalent en 35 mm. Donc, c'est un appareil qui lui permet de rester assez discrète.
avec des lumières souvent difficiles, hein, puisque forcément on est en sous-sol. Donc j'ai été assez franchement touchée par cette série qui nous montre une autre réalité, et je sais que c'est un travail en cours et qu'elle va poursuivre pour essayer de rencontrer d'autres personnes. Donc c'est un univers tout à fait différent, celui de Sarah Uriarte, qui elle est venue me voir alors qu'elle était en résidence à la cité du Brésil, la Cité internationale des arts du Brésil, qui se trouve sur le boulevard extérieur. Elle a 26 ans, je crois que c'est la Benjamine du groupe, et elle a un master en art visuel. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, dans la mise en perspective du corps féminin. Ce que vous allez voir, ce sont des autoportraits qui jouent sur la temporalité, sur une espèce de jeu visuel. Je vous laisse découvrir parce que tout se joue sur le rythme de défilement des images. Alors Sarah aime citer les artistes qui l'inspirent comme Sophie Calle, Claude Cahun ou Francesca Woodman, donc 3 femmes qui ont fait elles-mêmes des autoportraits. Donc c'est à chaque fois elle sur l'image, avec un jeu comme ça sur le découpage du temps que je trouve très astucieux. Donc elle est toujours dans la performance, elle met en scène son propre corps, puisque donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'autoportraits, dans des circonstances différentes, comme ici sur une espèce de passerelle. Elle aime interroger le rapport du corps à l'espace, entre l'espace privé et l'espace public, le rapport du corps à l'architecture également. Et elle essaye d'établir des passerelles entre photographie et performance. Comme beaucoup de photographes de son âge, elle réalise aussi des vidéos et des installations. Donc c'est vrai que là, c'est un peu réducteur de montrer son travail en projection, et en maintenant, le défilement des images crée un rythme qui finalement lui va bien. Parfois, elle joue aussi avec la lumière, comme ici, où c'est la lumière en fait qui définit le passage du temps. Et sur le temps, justement, Pierre-Jean Canac, que j'ai rencontré il y a 2 mois, je crois que c'était au mois de mai, qui est venu me voir avec un portfolio tout à fait étonnant. Au départ, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez surprenant, et peut-être qu'il viendra nous expliquer un petit peu comment il travaille, parce que tout est fait à la prise de vue, je tiens à le préciser. Donc c'est quelqu'un qui est graphiste dans l'audiovisuel. Il est graphiste pour Le Dessous des cartes, l'émission Le Dessous des cartes. Il a fait des études artistiques, il a fait les Beaux-Arts à Cergy. Et il fait par ailleurs aussi des installations vidéo. Et il est un peu obsédé par le passage du temps et surtout comment traduire le temps dans ses images. Et vous allez voir, il a trouvé une manière, en exploitant le format panoramique et en détournant un outil de son smartphone, il a trouvé une manière particulièrement étonnante de montrer le temps. C'est-à-dire que pour chacune de ces images, c'est le temps que vous voyez s'écouler. Par exemple, vous allez voir sur une image, celle-ci je crois, on est à Cotonou, dans une voiture, depuis l'intérieur d'une voiture, et ce sont 10 secondes de la voiture, de ce trajet en voiture qui s'écoule sur 50 mètres. Donc on a un défilement comme ça du temps arrêté sur une même image. Alors il utilise ça pour différents
En fait, il est un peu obsédé par le flux, par le mouvement de la ville. Donc, il se déplace en métro. Quand il prend le métro, il essaye aussi de traduire voilà, ce mouvement, ce passage du temps dans ses images. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais voilà, il capture en tout cas les minutes qui s'égrènent entre différents passages d'un escalator ou d'un métro. Et quand ce sont les objets, comme vous allez voir un peu plus loin, qui ne bougent pas, c'est lui qui va bouger autour de l'objet. Par exemple, dans les images qui suivent, où en fait on se trouve confronté à du végétal, à un arbre qui ne bouge pas, mais là c'est lui qui tourne autour de l'arbre et qui d'une certaine manière définit la circonférence de l'arbre sur la planéité de l'image 2D de la photographie. Pour ces nuages, par exemple, donc c'est une matérialisation, un étirement du temps, et les nuages, en fait, c'est 1 heure de capture de photographie. Après, il s'est amusé à photographier aussi son propre mouvement, c'est-à-dire ses pieds, comment on bouge dans l'espace urbain. Donc c'est voilà, tout ça dans le format panoramique, et j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Enfin, en tout cas, c'était vraiment original. Je vais quand même lire, parce que ça vous paraîtra plus simple quand je lis son texte. En plus, il est malin parce que ces titres sont en fait des titres qui sont un peu des jeux de mots, un peu comme Loulipo. Il a choisi le titre Travelling avec 3 L, comme si là aussi, au travers des lettres, il essayait d'allonger le temps, de dilater le temps, en multipliant les lettres. Donc mon travail est fait de captation de lumière et de mouvement dans le temps. Espace-temps présent au monde, il en résulte des distorsions mouvantes dans l'image au fil de sa capture, tissage, des artefacts secrets, des collages numériques que je m'efforce de dompter sans collage de post-production. Donc vous avez bien compris que tout est fait à la prise de vue, et il n'y a pas de travail ensuite sur Photoshop. Donc au final, ça fait des images qui sont des dimensions qui peuvent faire 16 000 pixels de large, donc c'est des images monstrueusement lourdes, et qui lui permettent ensuite de le reproduire sur une largeur de plus de 3 mètres. Donc on pourrait imaginer une exposition géante de cette dilatation du temps. Donc en tout cas, moi j'avais envie de le montrer ce soir, parce que c'est la première fois que je voyais un travail comme ça, et pourtant j'en ai vu pas mal, des portfolios dans ma vie. Et je trouvais que c'était une démarche intéressante, expérimentale, qui mérite d'être perpétuée. On a envie de voir la suite, voir comment ça évolue. Je vais finir par un petit clin d'œil. J'aime bien chaque année terminer ma projection par un dossier qui m'a amusé ou une rencontre. Parce que voilà, c'est quoi des lectures de portfolio? C'est aussi une rencontre avec quelqu'un, avec un photographe ou une photographe qui a une personnalité. Et moi, j'ai beaucoup aimé Monique Réquier, qui est une femme qui venait de Belgique. Et j'ai envie de rien vous dire sur ces images et que vous deviniez où c'est photographié. En fait, c'est ça le petit clin d'œil, justement. Je vous mets un peu sur la piste. Je vous laisse défiler les images. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Il y en a qui sont obligés de reconnaître, sinon c'est faute professionnelle. Donc en fait, Monique me disait, voilà, je ne rate pas une seule exposition de la MEP. Et à chaque fois, je suis obligée de faire la queue, parce que les expositions ont beaucoup de succès. Et donc, pendant qu'elle fait la queue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle photographie le mur d'en face et les passants qui passent, forcément. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle fait ça depuis pas mal d'années maintenant, et qu'elle commence à avoir une sacrée série d'images. Et du coup, elle collecte d'une certaine manière, elle fait un peu l'inventaire d'une façon, un peu de l'histoire de cette rue qui est en face de la MEP, de ce trottoir, avec, vous allez voir, à un moment, l'apparition des plans Vigipirate, l'apparition de cet artiste qui a collé des photographies au mur, des affiches qui déterminent le temps qui passe.
voilà, je me disais que pour conclure cette série de portfolios coup de cœur, je trouvais que ça tombait plutôt bien. Donc vous voyez, là on est effectivement en 2016 et le temps passe et Monique à chaque fois revient et adore les expositions. Elle est là ce soir et je la remercie. Elle a été 40 ans je crois professeure de sport, professeure de gym, et elle s'est mise à la photographie, elle s'est mise à étudier la photographie à son âge. Donc ça fait 6 ans maintenant qu'elle prend des cours de photo à l'Académie de Liège. Et moi je la trouve très courageuse d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une série qu'elle a entamée en 2013 et qu'elle compte continuer, puisque voilà, à chaque nouvelle exposition, elle vient à la Maison européenne de la photo. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y avait, comme je vous disais, forcément des gens que j'aurais pu aussi montrer et qui auraient tout aussi bien mérité, mais ça aurait été beaucoup trop long à chaque fois. Et merci, voilà, tout simplement.